On va peut-être commencer. Bonjour à tous. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Bonjour et merci pour votre présence pour cet atelier sur le maintien des relations avec le territoire en phase d'exploitation. Donc le lien avec le territoire est en développement depuis que l'éolien a commencé, donc depuis une vingtaine d'années. On développe les liens entre les professionnels de l'éolien et les élus locaux et l'ensemble des acteurs locaux. En novembre 2021, on a lancé la commission ancrage local qui s'occupe de l'ensemble des relations entre les acteurs locaux et les professionnels de l'éolien, que ce soit en termes de gouvernance, de participatif, de concertation et tous les sujets qui peuvent lier les professionnels de l'éolien au territoire. Ça se fait énormément en phase de développement. Sur les phases d'exploitation, ça vient plus tardivement et peut-être de manière plus difficile parce que les moyens d'entrer en lien sont moins fréquents, moins évidents. Aujourd'hui, on va se poser vraiment cette question sur le lien entre l'ensemble des acteurs du territoire et les professionnels de l'éolien sur les phases d'exploitation. Donc il y a au sein de France Énergie Éolienne également une commission qui est la commission exploitation qui s'occupe spécifiquement de tous les sujets des projets en exploitation et dont Stéphanie Le Danois nous parlera un peu plus puisqu'elle en est responsable. On s'interrogera aujourd'hui notamment sur comment on garde le lien avec le territoire, ce lien qui est utile à la fois pour les exploitants mais aussi pour les personnes du territoire, donc les exploitants qui doivent à minima informer sur les éléments tels que la production, les mesures environnementales qui sont à mettre en place, le bilan carbone de manière régulière. Et il y a aussi un besoin en tant que professionnel d'avoir de l'information qui vient du territoire, notamment s'il y a des remontées d'alerte à faire. Et ça, tout le monde en a énormément conscience, mais quels sont les outils aujourd'hui qu'on a en notre possession? Quels sont les outils qu'on met en avant? Quels sont les outils qui fonctionnent? Ceux qui fonctionnent moins bien et ceux que l'on souhaite développer? C'est l'ensemble des questions qu'on se posera. L'objectif, vraiment, est de donner la parole à l'ensemble des élus qui nous ont rejoints. Donc merci pour votre présence, élus et représentants du territoire, et qui ont des témoignages très intéressants à nous donner, avec des retours d'expérience intéressants, peut-être moins intéressants, je ne sais pas, qui semblent en tout cas très intéressants et positifs. Donc on a hâte d'entendre vos témoignages. Et je voulais également citer un document de référence en la matière qui est la charte Amorce, qui est le document qui a été signé entre France Énergie Éolienne et donc l'association de collectivités qui est Amorce, qui donne des lignes directrices en termes de lien entre les acteurs du territoire et les professionnels de l'éolien, qui sont très importants. Et puis, je vais mettre en exergue un petit peu l'importance de ce sujet avec la perspective vers laquelle on va de développement de l'éolien et d'implantation sur le territoire, puisque d'ici 2028, on devrait implanter plus de 13 000 éoliennes sur le territoire. C'est un nombre important et c'est un volume qu'il faut prendre en compte pour réinterroger nos façons de fonctionner et notamment les liens que l'on peut avoir avec le territoire qui sont fondamentaux pour se développer de manière ample, tel qu'on ambitionne de le faire. Voilà, je vous souhaite bonne discussion, bon débat. Et donc je passe la parole à Stéphanie. Oui, juste rapidement, bonjour à toutes et à tous. Donc Stéphanie Le Danois, comme le disait Laetitia, en charge de la commission exploitation notamment. Au sein de cette commission, ce qu'on a vraiment ressenti, c'était qu'il y avait un vrai enjeu sur l'acceptabilité. Et tout ça, c'est vraiment lié justement à ce maintien du lien avec le territoire. On l'a identifié, on s'est mobilisé. Il y a déjà des choses extraordinaires qui ont lieu dans chacun des projets qui vont être présentés aujourd'hui. Donc c'est vraiment ça qu'on veut réussir à mettre en lumière aujourd'hui. Cette mobilisation de la filière, on a compris qu'il y avait des enjeux réels. C'est une vraie manière en fait de finalement faire
faire une vraie appropriation par les riverains justement en phase d'exploitation. En développement, on sait faire. En exploitation, on a de l'amélioration à faire. Et aujourd'hui, ces projets-là, justement, vont venir nous montrer tout ça. Alors, l'objectif est triple. Si on veut mettre quelques objectifs clairs sur cet atelier, c'est évidemment de donner la parole aux élus, aux représentants citoyens. Donc, Laetitia l'a déjà dit. Mais c'est également interroger aussi les exploitants qui aujourd'hui peuvent aussi témoigner justement de quels sont ces outils-là. Comment on s'y prend, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Il faut qu'on soit honnête et qu'on puisse en parler ouvertement. Je pense que c'est très important d'être constructif sur ces sujets-là. Et puis un troisième point qui va venir finalement assez naturellement, ça va être un peu la conclusion, mais justement vos questions vont venir nous aider à construire justement cet état des lieux. C'est comment ça se passe, quels sont les outils qui peuvent être mis en place, qui sont mis en place. Et tout ça va permettre de discuter ensemble sur ces beaux sujets. Et pour ça, on a un très beau panel aujourd'hui de présentateurs. Vous les voyez à l'écran, vous les avez, j'espère, dans l'ordre. On a réussi, c'est pas mal. Finalement, on a Madame Chollet et Monsieur, c'est pas mal, Monsieur Ranchard pour le parc qui a été développé par Boralex. Ensuite, nous avons Monsieur Donnet et Monsieur Monod qui vont nous présenter ce projet de BayVa qui a été développé et exploité aujourd'hui par BayVa. Et puis finalement, énergie partagée. Alors on a malheureusement la personne qui était en visio qui ne pourra pas nous rejoindre, mais finalement on pourra avoir de vive voix ici le témoignage. Donc moi je m'arrête là pour vous donner maintenant la parole et puis du coup je vous laisse la main surtout côté Boralex pour commencer. Bonjour à tous. Donc voilà, je suis maire d'une petite commune du nord des Deux-Sèvres. Qui a accueilli il y a une bonne dizaine d'années le premier des parcs éoliens des Deux-Sèvres, parc de 18 éoliennes. Ça s'est très bien passé à la construction, on n'a eu qu'une opposition pour la construction de ce parc. Toutefois, le parc installé, on a eu quelques remontées de riverains et une association s'est créée. J'aime à dire que c'est une association de veille de riverains qui nous faisait remonter quelques nuisances ou quelques malaisances de certains. On a toujours travaillé la communication avec la société Boralex au fur et à mesure des années. Ça s'est même amplifié jusqu'à on se connaît même très bien maintenant parce qu'on s'appelle directement dès qu'il y a un problème pour que le problème soit résolu par téléphone et en direct avec les personnes qui sont actives sur le terrain. Pour nous, sur notre territoire du Thouarçais, parce qu'on fait partie de la communauté de communes du Thouarçais, ça faisait partie d'un enjeu du territoire d'avoir ce parc. On fait partie des territoires à énergie positive et ce premier parc éolien a fait partie du socle de ce projet TEPOS. Donc nous, avec le travail qu'on a pu faire avec Boralex, bien entendu, on a pu régler les problèmes au fur et à mesure. Toujours avec la présence de l'association de veille qui nous font remonter les incendies, avec des réunions de citoyens tous les ans avec vraiment les personnes qui vivent au quotidien à côté de ces éoliennes et les élus qui ne sont pas forcément habitants auprès des éoliennes, mais qui restent toujours à l'écoute des habitants évidemment, pour échanger sur les problèmes et trouver des solutions pour remédier à tous ces ennuis. Donc, en même temps qu'on a des relations avec Boralex, on a aussi des relations privilégiées avec certains de nos habitants qui habitent aussi à côté de ce parc pour pouvoir être efficaces au niveau de la communication entre nous. Merci Monsieur le maire. Effectivement, du coup, on se connaît bien avec le maire de Coulanges-Thouarçais parce que c'est un parc sur lequel on a eu beaucoup de difficultés, il faut le dire.
On n'est pas là pour se cacher, on a eu des problèmes acoustiques initialement, qu'on connaît dans beaucoup de parcs. Donc nous, ça a été un des premiers parcs qu'on a équipé avec des serrations. Ça a été le premier parc de Boralex à équipé avec des serrations. On a essayé de mettre en place des solutions techniques pour arranger les problèmes acoustiques qu'on pouvait avoir. Ça s'est aggravé sur autre chose, puisque des grincements sont apparus sur ce modèle d'éolienne. On n'est pas les seuls à avoir été concernés pour ça. Et donc, au sein de Boralex, on a trouvé des solutions techniques au fur et à mesure pour pallier à ces choses-là. Là où peut-être qu'on n'a pas su à ce moment-là, c'était de prendre en compte qu'il ne fallait pas non plus que travailler sur les aspects techniques de nos machines qui dysfonctionnaient, mais également accompagner le territoire par rapport à cette difficulté qu'on n'avait pas anticipée en phase de développement. Naturellement, vous n'allez pas dire en développement, on va vous mettre des machines qui grincent à côté de chez vous. Et donc, l'habitant, la cellule de veille et même le maire, ils vont avoir une temporalité qui va être différente de la nôtre, puisque nous, on est une entreprise, on va chercher des solutions, on va aller travailler avec nos équipes techniques, on va aller obtenir des budgets. Tout ça prend du temps, alors que l'association, elle vit au quotidien avec les grincements. Donc on a vraiment la temporalité qui est différente entre le territoire et nous, exploitants éoliens. Et puis il y a aussi une question d'appréciation qui n'est pas toujours exactement la même. Donc la situation avait été tellement compliquée que finalement on a eu un arrêté complémentaire et la préfecture nous a imposé de mettre en place une concertation sur ce territoire, non pas seulement pour avancer sur les aspects techniques, puisqu'ils ont vu que notre équipe avançait bien sur les aspects techniques pour retrouver les solutions et problèmes, mais pour accompagner le territoire sur ces choses-là. Donc c'est ce qui a été fait. Il y a un cycle de concertation qui a été mené sous l'égide de la préfecture, et ce qui a permis de communiquer en premier lieu, puisqu'on avait la communication toujours avec les élus, mais ce n'était pas toujours évident de communiquer avec ces riverains, avec l'association, de dialoguer, parce que ça ne va pas que dans un sens. On a mis de nouvelles solutions en place. On a notamment mis en place un monitoring avec des micros dans les machines pour justement qu'on soit tous sur la même base d'appréciation. On en revient à l'appréciation de tout à l'heure. Là, on avait du coup en tout cas une étude réelle qui nous montrait s'il y avait des grincements, quand est-ce qu'ils avaient lieu, à quel moment. Et puis on a essayé de co-construire des solutions, on s'est saisi de la problématique. Et à l'inverse, on était au sein de notre équipe, on a pu faire les interfaces avec nos différents services chez Boralex, donc l'exploitation évidemment, où ils ont cherché une solution. Ça nous permettait de faire un aller-retour plus fluide entre nos différentes équipes et le territoire. Et donc, on parlait des outils tout à l'heure, Laetitia. Un des outils, en tout cas, sur ces parcs qui sont déjà en exploitation, après, on aura des exemples de parcs qui viennent d'être mis en exploitation. Donc là, on parle vraiment du premier parc des Deux-Sèvres, donc on n'est pas dans la même... on est sur un parc un peu plus ancien. Ça a été de créer un poste dédié à ça, et je souligne Émilie qui avait milité au sein de Boralex pour créer ce poste, que j'occupe aujourd'hui. C'est un poste qui nécessite du coup des compétences spécifiques en fait, puisqu'il faut être en mesure de dialoguer avec nos équipes techniques, mais également avec le territoire. Et ça demande aussi beaucoup de temps, parce que la concertation, c'est avant tout de l'humain. C'est des maires qui nous appellent régulièrement. Et donc du coup, avoir un poste dédié à la concertation en phase d'exploitation, c'est pour moi un des outils qui répond à notre présence sur le territoire tout du long, du début du développement, où on est naturellement très présent, jusqu'à la fin. Jusqu'à l'exploitation et puis aller jusqu'au repowering. Et donc du coup, pour finir sur l'exemple de Coulonges, au bout de 3 années de concertation contrainte, on s'est engagé et les riverains l'ont demandé, les opposants, les associations l'ont demandé, qu'on continue ce cycle de réunions. Et c'est ce qu'on continue avec une réunion par an. Et à l'issue de la dernière réunion, l'année dernière, ce sont les associations qui nous ont demandé de faire évoluer ce comité vers un comité de repowering, de renouvellement du parc. Et là, pour nous, en tant que développeurs et exploitants, c'est pour nous un acte de réussite fort, puisque c'est qu'on a que la situation sur le territoire est suffisamment apaisée pour qu'on puisse envisager la suite du parc. Et suite, peut-être qu'il y aura, en tout cas, on n'est pas encore rentré dans un nouveau développement. Mais la volonté y est sur le territoire, et on a ces outils sur le territoire pour pouvoir continuer à engager et que ce territoire reste un territoire éolien dans de bonnes conditions. Et du coup, je profite que monsieur le maire soit là. On n'a pas souvent l'occasion de faire des tables rondes pour vraiment souligner votre présence tout du long. Vous avez toujours su être là à la fois pour vos administrés, mais également pour nous. Et ça, plus globalement, je ne sais pas s'il y a
plus globalement, les élus et les maires restent quand même notre première porte d'entrée sur les territoires. Et il faut que ça continue comme ça, puisqu'on ne pourra pas... on ne peut pas avoir un échange nourri avec tous les administrés et tous les riverains de chacune de nos éoliennes. Mais l'élu est une interface essentielle et donc du coup, voilà, choyons nos élus parce qu'ils sont là pour nous. Et puis des toutes petites choses, je prends l'exemple sur Coulonges, on s'est appelé le mois dernier parce qu'on a un écologue qui a oublié de fermer la porte d'un parc en allant faire son suivi de mortalité. Et ben, ce qui peut nous apparaître comme une toute petite chose, auprès de l'agriculteur va devenir assez grosse et puis ça va créer des points de blocage alors qu'en fait il y avait juste à s'excuser, il n'avait pas bien fermé la porte du parc des vaches. Et donc avec ce dialogue nourri, avec un élu qui est en mesure de faire l'interface, ça permet d'éviter que ces petits aléas de l'exploitation qu'on a tous et qu'on aura tous sur les parcs éoliens ne se transforment pas en opposition franche et derrière aillent nourrir d'ailleurs un discours global sur l'éolien en France. Donc allons-y, allons au contact du territoire, faisons confiance à nos élus et comptons sur eux. Je vous laisse terminer. Quoi dire les éoliennes font partie tellement de notre paysage que, pour la petite histoire, on l'a intégré à notre logo. Et, pour nous, ça nous semblait tellement logique. Mais quand on l'a fait voir à Boralex la première fois, ils étaient super étonnés. Donc voilà, il est plutôt beau notre petit logo Collonges-Torcel. Merci. Merci beaucoup. Du coup, je laisse la parole également maintenant à l'équipe de BEVA. Pardon. Merci beaucoup. Donc moi je m'appelle William Monod, je suis le chef de projet du parc éolien de Clos-Neuf que je vais vous présenter un petit peu plus en détail. On va vous présenter une expérience qui démarre aujourd'hui sur la phase d'exploitation et donc sur l'intégration des acteurs locaux sur cette phase-là. Pour vous donner un petit peu de contexte sur ce parc éolien, on a un parc qui a débuté, on va dire, à partir de 2013-2015, son développement et sur lequel on a pu instruire notre projet à partir de 2017 et avoir les autorisations en 2019 sans recours. Et on va y venir juste après. La grande partie de ce succès-là, on le doit justement à l'intégration très tôt des élus locaux et des acteurs locaux, citoyens notamment, dont Dominique Donnet qui est présent juste à côté et qui se présentera. Ce qui s'est passé en fait sur ce parc éolien, c'est qu'on a, on va dire, senti dès le début du projet une volonté locale de participer assez fortement à ce projet, au développement et à son intégration sur son territoire. Donc nous, on a démarré tout simplement par un financement participatif, comme beaucoup de développeurs sur le territoire et acteurs de la FE. Et on s'est dit, voilà, comment aller un petit peu plus loin que ça pour intégrer les acteurs du territoire et simplement ne pas faire que des mots et aller un petit peu plus loin que ça dans les prises de décision et dans les prises de participation sur ce projet. On a été, on va dire qu'on a eu des acteurs qu'on a pu repérer assez rapidement, notamment sur les élus locaux de Merdrignac et d'Ilifaux, avec qui on a pu commencer une concertation à partir de la phase d'autorisation du projet en 2019. On a fait un tour de table et très vite, on a eu comme objectif d'ouvrir le capital du parc éolien. Ce qui s'est fait et ce qui s'est traduit par l'ouverture du capital auprès d'un certain nombre d'actionnaires. Je laisserai d'ailleurs Dominique Donnet le présenter, il présentera très bien, il est lui-même président de ce comité d'actionnaires, et également à la Banque des Territoires et à la société Kenea qui nous a accompagnés pendant toute la phase de développement. Par la suite, on a également ouvert la possibilité à des citoyens un peu plus largement, via un investissement participatif, de travailler avec nous sur la concertation et sur les choix qui seront faits pendant la phase d'exploitation. Alors je m'explique. En fait, ce qu'on a souhaité nous, c'était pour tous les acteurs du territoire qui le souhaitaient, donc citoyens et élus,
dès la phase d'exploitation qui commencerait donc à partir de 2022, intégrer un comité, on a appelé ça le comité stratégique élargi. Ce comité a pour but de prendre en main les affaires courantes du parc éolien et il va se réunir à partir de cette année, hein, on démarre aujourd'hui, à partir de la fin d'année 2022, il va se réunir à peu près 2 fois par an pour discuter des affaires courantes du parc, recenser un petit peu les actions qui ont été faites pendant la phase d'exploitation et également donner des informations au quotidien sur comment fonctionne le parc, combien il a de produits, etc. Et nous, ça nous permet de donner de l'information au fur et à mesure qu'elle sera produite. Je vous laisse continuer. Oui, bonjour. Donc, je suis Dominique Donnet, donc, élu de Merdrignac, élu de la communauté de communes et aussi président de la SAS, le Clos Neuf éolien citoyen. Donc voilà, l'historique a été retracé par William là tout de suite, mais je rajouterai 2 ou 3 éléments. Effectivement, depuis 2012-13 que le dossier a été lancé, la mairie s'est un peu au départ déchargée sur les opérateurs, qui étaient l'entreprise Kenea, Bretonne plus Beiva, pour gérer le dossier. Mais moi qui m'intéresse à l'éolien depuis longtemps, je savais, et nous avions vécu une expérience à 8 km dans la commune d'Ilifaux, d'une installation il y a une dizaine d'années, d'un parc, ça avait été assez catastrophique, avec un bruit insupportable, etc., et une nuisance pour les voisins. Donc on partait un peu de loin avec un risque de difficulté. Donc dès le départ, dès 2017, quand les études ont commencé à devenir quasiment terminées, avant de rentrer dans la phase un peu plus d'exploitation, personnellement, et là je me suis investi personnellement, parce que les 2 maires des 2 communes n'étaient pas très chauds pour cette affaire, parce que à cause de la mauvaise expérience. Et moi, personnellement, je me suis investi et je suis allé voir, dans un rayon d'1,5 km, les gens qui auraient pu être impactés par le parc. Et j'ai discuté avec eux. Je n'ai pas toujours été bien reçu, ça je vous l'accorde. Quelquefois, j'ai eu à discuter, à ferrailler un peu. J'y suis retourné 1 fois, 2 fois, même personne 3 fois, pour expliquer, apporter un certain nombre d'explications. Ça a permis de calmer le jeu et d'éviter, je dirais, la mise en place d'une association, puisque on est, nous, systématiquement, dans les plans bretons maintenant, à chaque fois une association. Il y a une opération qui s'appelle Vent debout chez nous, et ça porte bien son nom. C'est un peu compliqué. Mais je suis intervenu auprès des gens, mais aussi lors de l'enquête publique, je suis allé aussi à chaque fois avec le commissaire enquêteur à la réunion pour voir le commissaire enquêteur, mais surtout les gens qui venaient. Et j'ai écarté justement Vent debout, qui aurait voulu monter une association. Ils habitaient, le plus proche habitait à 18 ou 20 km, ils n'avaient pas à agir chez nous, donc le commissaire enquêteur l'a écarté, et bien heureusement, parce que s'il n'y avait eu personne, c'est pas certain qu'on n'ait pas eu cette opposition-là. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut, pour faciliter l'acceptabilité, il faut démarrer dès le départ, essayer d'écarter les oppositions, discuter, apporter des argumentaires, et ça on en avait. À la fois Kenea et Beiva nous les ont donnés. Et puis derrière, ça s'est plutôt bien passé. Alors après, il y a eu la deuxième phase, c'était le financement citoyen. Et là, je dirais, nous avons 8% du capital, et je dirais même que nous n'avons que 8%, parce qu'il y a avec nous la Banque des Territoires, donc il y a Beiva, l'opérateur, qui a 51% des parts. La Banque des Territoires, on a 40%, et je trouve un peu regrettable qu'ils ne nous en aient pas laissé plus, parce que eux-mêmes, c'était leur première opération avec un financement participatif. Et pour ça, franchement, ils n'y croyaient pas trop non plus. Je pensais qu'on aurait énormément de difficultés. Et on a commencé le tour de table avec les différentes personnes intéressées pendant la pandémie. Donc ça n'a pas été facile. Mais on a bouclé le dossier en 2 mois et demi, dont 5 semaines de pandémie, donc ce qui nous empêchait des déplacements. Donc je dois dire que pour récupérer 500 000 €, ce qui était notre part de 8%, ça n'a pas été simple, il a fallu un peu se déplacer, et personnellement je me suis investi là-dessus, mais ce n'est pas insurmontable, et je t'entendais parler d'un autre dossier à 4-5 millions, j'aurais aimé peut-être pas mettre les 2,8 millions du capital, mais on aurait pu, je crois, avoir 33%, ce qui pour moi aurait été raisonnable dans un parc. Il est normal que les gens du territoire, c'est ce que je dis, le vent appartient à tout le monde, et principalement aux gens qui habitent sur place, et ce n'est pas forcément les fruits d'une telle opération, peuvent aussi revenir
on parle toujours de circuit court, il n'y a rien de plus court que de mettre les gens du territoire. S'ils récupèrent des dividendes, ils le dépenseront localement. Donc c'est vraiment un circuit court assez exemplaire. Donc voilà pour ça. Et puis derrière, on a monté la SAS. Et puis voilà, tout s'est bien fait. La construction, on a eu beaucoup de chance. Bon, je vous dis pas d'opposition. On a eu que du beau temps pendant la phase de construction. Ça a démarré, le premier coup de pelle était du 16 octobre 2021. On a inauguré le 16 septembre 2022. Que demander de plus, c'est bouclé. Donc maintenant, il n'y a plus que... On dit merci, il faut que le vent continue à souffler pour satisfaire les investisseurs. Mais alors dans les investisseurs, je peux le rajouter, il y a deux types d'investisseurs. Il y a ceux... Alors d'abord, il y en a qui voulaient, les premiers voulaient tout prendre. Il y avait 500 000 euros, il y en a deux qui m'ont dit, moi je mets 100 000 euros. J'ai dit, on a partagé, c'était 5 000 euros ou 10 000 euros par personne, pas plus. De manière à faire participer le maximum de gens. Ça, c'était déjà... C'est l'esprit du participatif, il faut quand même rester raisonnable. Et puis, je voulais dire pour le deuxième partie, non, je ne me souviens plus ce que je voulais dire. Donc voilà, donc l'opération s'est plutôt bien bouclée. Et puis maintenant, alors effectivement, on va participer, 2 citoyens représentant la SAS et deux autres citoyens représentant la plateforme, le financement participatif sur l'emprunt. Et là, on participera à ce fameux comité élargi. Et déjà, là, on peut remercier BayVa parce qu'on a ouvert à la mairie un cahier de doléances pour retenir les différentes anomalies qui ont pu être soulevées. Il y a déjà des opérations, une personne a eu des volets, il y a eu des appareils pour favoriser la réception de télévision, il y a une personne qui va avoir un rang d'arbres qui a été planté pour cacher un peu, c'est la personne la plus impactée qui est à 550 mètres et elle domine le parc, donc elle voit les 4. Les autres sont un peu plus cachés. Donc tout ça fait que même pendant la durée du parc, il y aura, je dirais, une réponse. Et nous, on sera là en tant que citoyens pour défendre les citoyens s'il y a besoin. Donc voilà ce que j'avais à présenter sur notre projet. Je pense que je vous dis bon vent à tout ça. Et pour finir sur ce que vient de dire Monsieur Donnel, donc nous, en tant que développeurs, et j'insiste fortement là-dessus, le travail que ça a été au début de mettre en place ce premier groupe d'actionnaires citoyens et ensuite ce comité stratégique élargi, c'est du travail qui paye par la suite, puisque ce que veulent finalement les locaux, et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est 2 choses, c'est l'information et l'intégration. Et cette intégration-là, elle peut simplement passer par des mesures simples de la vie quotidienne. Ils n'ont pas forcément besoin de savoir quel type de bridage on va mettre sur quel type de machine, etc. Mais ce qui va les intéresser, c'est quelles mesures on peut mettre en place pour améliorer l'intégration du parc dans leur quotidien, tout simplement. Et ça, c'est des choses qu'on a pu concrètement discuter avec eux, mettre en place et qu'on est très heureux de pouvoir entamer aujourd'hui. Et je l'espère, ça fera des petits et ça, chez nous, bien sûr, chez BayVa, et aussi chez nos confrères, parce que c'est comme ça que ça marche. Et c'est comme ça qu'on a une réussite locale de nos projets. Merci à tous. Je rajouterai une petite chose en tant qu'élu. Effectivement, nous, en tant qu'élus, on essaye toujours de limiter un peu les anomalies. Et là, je dois dire que pour les élus dans la salle, je peux le dire, il y avait quand même 4 contre-indications pour les éoliennes. Il y avait le bruit, il y avait l'aspect visuel, il y avait le problème des oiseaux, et puis il y avait un quatrième, la lumière, effectivement, les lampes qui pouvaient éblouir les gens. Alors, en ce qui concerne le bruit, tout le monde et les voisins les plus proches sont épatés. Je suis allé les voir depuis parce que il faut continuer la démarche. Et tout le monde me dit mais on les entend pas. Donc ça c'est vraiment bon. C'est lié c'est une E115 là qui ont été montées. Là je dois dire que par rapport aux premières éoliennes, parce que comme je me suis intéressé depuis longtemps, j'en ai entendu et celles qui faisaient beaucoup de bruit, celle-là pas de bruit. Deuxième élément, les oiseaux, j'en ai pas encore vu un autour tomber, donc pour l'instant j'espère qu'il n'y en aura pas. Pour l'aspect visuel, effectivement, je vous ai expliqué tout à l'heure. Et un des derniers arguments aussi, c'est que certains disent ça va dévaloriser le prix de nos maisons. Et j'avais dans les opposants quelqu'un qui habitait à 550 mètres de la numéro 3, qui était un monsieur qui était un cariatre, pas facile. Celui-là, c'était un des plus difficiles. Il voulait vendre sa maison à un prix, mais alors impensable. Moi, je lui avais dit mais votre maison, j'en mettrais peut-être que 50 ou 60% de ce que vous voulez la vendre. Il l'a vendu au mois de juin le prix qu'il voulait la vendre. Alors quand on me dit que quelquefois les éoliennes installées, les gens qui l'ont acheté ont vu les éoliennes et ils ont acheté la maison à un prix que je n'aurais jamais mis.
Donc oui, même cet argument-là, bon, il n'y a qu'un exemple, d'accord, mais même cet argument-là, il tombe. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut en mettre partout parce qu'en plus, on a des gros besoins. Hein. Quand vous aurez votre voiture électrique, il faudra bien l'alimenter. D'accord, merci beaucoup. Effectivement, alors les expériences positives, c'est l'objectif de ces échanges, qu'elles fassent des petits chez les confrères, donc on l'espère. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Après, il y aura une séance de questions-réponses. On va passer à la présentation du troisième projet, projet citoyen de l'IROM. Merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Raphaël Traîneau, responsable d'investissement chez Énergie Partagée. Oui, bonjour, Sébastien Sébron. Donc moi je suis là en tant que citoyen et je suis président du parc éolien de l'IROM. Alors pour commencer la présentation, ce qui nous paraissait important, c'était de vous parler d'abord de l'actionnariat du parc, puisque ça nous paraît important, c'est un élément important en lien avec le territoire. On vous dira aussi un petit mot sur la gouvernance qu'on a mis en place pour le parc éolien de l'IROM, et puis après, 2 petits exemples d'actions très locales qu'on a menées avec le parc éolien sur le territoire. Donc tout d'abord, sur l'actionnariat de ce parc, donc qui est un parc de 5 machines, vous avez les petits logos en bas à droite. Donc c'est un actionnariat qui est à 50% citoyen et à 50% collectivité. Alors du côté des citoyens, moi là aujourd'hui je représente Énergie Partagée Investissement. Énergie Partagée Investissement, c'est un outil d'investissement citoyen. Aujourd'hui, c'est 7000 actionnaires en France qui ont investi. On a investi dans une centaine de projets en France, systématiquement donc en fonds propres, aux côtés d'acteurs locaux. Je ne sais pas si tu veux présenter. Ouais, donc moi je suis là aussi en tant que représentant de Citéol IROM. Donc là, c'est un groupement. Donc chez nous aussi, on a des associations qui se montent quand il y a des projets éoliens. Mais chez nous, c'était une association pour voir si on pouvait investir et devenir propriétaire des éoliennes pour justement en faire les choix pendant la phase d'exploitation. Et donc, issu de cette association, on a cette société qui a été créée. Donc, on est 371 actionnaires, principalement des actionnaires locaux. Et nous, avec Énergie Partagée, voilà, on a amené 50% du financement du parc. Et en plus de ça, on a les collectivités, donc 2 SEM, dont une SEM qui est Mogenergie, en fait, qui est la SEM de l'EPCI en fait, à laquelle on appartient, avec le président de Mogenergie, qui est un élu de Chemillé-en-Anjou, où sont les éoliennes, et une deuxième SEM qui est Alter Énergie, qui est la SEM du département. Donc voilà, au final, 50% citoyens, 50% collectivités, et voilà, des acteurs, principalement les acteurs du territoire, qui sont les actionnaires du parc éolien. J'en profite pour excuser Luc Pelé, donc le président qui avait une urgence à gérer avec ses mandats d'élu et qui devait être avec nous aujourd'hui et qui ne peut pas l'être. Je voulais insister sur un point pour commencer, parce que le thème, c'est les liens avec le territoire. Ça me semble, enfin, vous l'avez compris, notre lien, et Monsieur Donnet, vous y avez fait référence tout à l'heure. Nous, un des premiers liens qu'il y a avec le territoire, vous l'avez compris, c'est un lien qui est capitalistique, au sens où le parc, il appartient aux acteurs du territoire. Donc par définition, on estime que nous, le territoire, il est représenté dans le parc, puisque, et un des premiers avantages, vous y avez fait référence aussi, c'est le fait que les retombées économiques du parc, sous forme de dividendes et autres, elles vont directement à des acteurs de territoire, dans l'économie locale. Et chez Énergie Partagée, on a mené une étude en 2018-2019 avec l'ADEME, et on a montré qu'un parc citoyen rapportait 2 à 3 fois plus de retombées économiques au territoire qu'un parc, on va dire, classique. Sébastien, tu veux dire un mot sur le CODIR et la gouvernance? Ouais, et même avec le lien avec le territoire, c'est vrai qu'en fait, c'est un peu par conception, en fait, on respecte en fait un label énergie partagée qui définit les grandes lignes en fait de comment on doit fonctionner. Et le fait qu'on soit des citoyens locaux, tout de suite, on a un lien avec le territoire. Moi, c'est le village où je suis né. J'habite à 2 km des éoliennes. Donc forcément, voilà, j'ai des liens. Voilà, on m'en parle quasiment tous les jours. Et ça permet d'améliorer l'acceptabilité sur le territoire, de prendre les retours des gens et d'agir en conséquence. Et donc nous, les 4 actionnaires, on est en comité de direction où on a 100% des parts du parc. Donc voilà, on a un actionnaire, une voix. On travaille toujours sur des décisions à l'unanimité. Et voilà, on essaye justement de faire avancer et de prendre en compte en fait tous les retours qu'on va avoir des gens sur le territoire pour avancer de manière constructive avec eux.
Alors maintenant, on voudrait vous parler de deux actions pour le territoire qu'on a menées avec le parc et donc dont les discussions ont lieu en CODIR. La première, c'est des actions qu'on finance localement pour la transition écologique et donc sur la commune de Chemillé en Anjou. Sébastien, tu veux nous présenter le cadre et puis après je donnerai des exemples de ce qu'on a fait. Nous, on travaille en fait en termes de... Le fournisseur à qui on vend notre électricité, c'est Enercop. Et Enercop, en fait, est aussi sensible à ce côté citoyen. Et donc, en fait, le contrat qu'on a passé avec eux, c'est qu'en fait, ils bonifient l'électricité qu'on produit avec ce qu'ils appellent un bonus citoyen. Donc, on a 1 euro du mégawattheure qui nous est donné par Enercop et qu'on va utiliser, en fait, nous, pour faire des actions sur le territoire, donc qui peuvent être diverses. Hein, ça peut être des actions de sensibilisation, enfin, plein de choses. Et ça nous permet d'agir localement grâce à ce bonus. Et donc voilà, dans le concret, Raphaël va vous présenter un peu à quoi ça correspond. Alors très concrètement, comme vous l'avez vu, on a des acteurs qui sont différents. On en a qui sont plus des collectivités, d'autres des citoyens. On n'avait pas tous la même sensibilité. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on en a discuté et on a priorisé en CODIR les actions qu'on allait financer. Et très concrètement, aujourd'hui, on mène des actions autour de la précarité énergétique. Donc on finance directement sur la commune où le parc est implanté des actions de lutte contre la précarité énergétique en finançant le CCAS, le comité communal d'action sociale, qui vient, en fait, on vient financer directement des formations pour les publics les plus fragiles et on vient aussi financer directement des visites à domicile par un agent communal, parce que ce n'est pas nous qui le faisons, c'est un agent qui connaît bien les publics, qui va directement. Et ça, c'est un partenariat qu'on a fait directement avec le CCAS de la commune et avec qui le lien était plus facile du fait qu'on ait la collectivité avec nous dans le parc. Ça, c'est un exemple des choses qu'on a faites. Un autre exemple, c'est des ateliers de sensibilisation pour la population. Et là, on se rapproche beaucoup du tissu associatif local. Comme nous, je pense que vous avez tous à cœur de faire des actions localement sur la sensibilisation, les pédagogies des enjeux énergie, climat. Malheureusement, on a du mal parfois à mobiliser. Nous, notre force, c'est qu'en étant implantés localement, sur les 371 personnes qui sont impliquées chez les citoyens, on représente une bonne partie de la population, puisqu'on a des gens de motivations diverses, d'historiques divers, et donc on peut atteindre comme ça des cercles sociaux sur la commune, des associations, des collectifs, et donc on peut pénétrer un peu plus la commune pour mener ce genre d'action. Donc voilà, des choses sur la précarité, des ateliers de pédagogie, et puis on intervient aussi avec les écoles sur le territoire, sur les enjeux, là encore, énergie, climat. Et il y a un côté démultiplicateur aussi, c'est-à-dire que les évangélistes un peu du parc, c'est nos 371 actionnaires en fait qui vont en parler autour d'eux, c'est une certaine fierté et donc comme ça, par effet tache d'huile en fait, ça permet de sensibiliser aussi toute la population autour et voilà, de montrer le côté positif de l'implantation des éoliennes. Et le deuxième sujet, qui était plus un sujet vraiment d'exploitation, c'est qu'on a été confronté à un problème d'ombre portée chez des riverains. Donc il y a 3 riverains en fait qui avaient des problèmes d'ombre portée. Et là, c'est vrai que moi, c'est beaucoup plus facile. Je me suis déplacé chez les 3 personnes en me disant, voilà, quand vous avez le problème, vous m'appelez, en 5 minutes, je suis chez vous. C'était des personnes soit que je connaissais directement, soit avec qui j'avais des contacts. Enfin voilà, donc socialement, c'est beaucoup plus simple en fait de discuter avec eux. Ça a été des discussions très apaisées. Les gens disaient, voilà, c'est ça mon problème, j'aimerais bien que vous fassiez quelque chose. Et on discutait, donc on a mis en place un bridage pour les ombres portées. Et voilà, on a réussi à solutionner le problème très facilement. Et voilà, ça permet d'avoir un contact direct. Et comme vous le disiez tout à l'heure, c'est important que plus le contact est rapide, plus le problème va être résolu rapidement et moins ça va monter sur quelque chose d'important en fait. Et il y a les gens, à partir du moment où ils savent qu'ils ont un contact proche et qu'on va prendre en compte leurs remarques, tout de suite la discussion est beaucoup plus simple en fait. Très bien, mais merci beaucoup pour ces témoignages. C'était très intéressant, merci. Ça donne envie dans le sens où on voit vraiment à travers vos témoignages que ça a des bénéfices immédiats dans la gestion du parc, dans cette immédiateté sur laquelle on peut compter pour à minima être informé et réagir aussi sur des situations qui peuvent être alarmantes, qui pourraient devenir problématiques mais qui ne le sont pas. Et comme ça a été dit, c'est vrai que c'est très important parce que c'est à la fois
positif pour le projet pour lequel, que ça concerne, mais aussi pour l'ensemble de la filière et pour le développement aussi d'avenir. Donc merci beaucoup pour la présentation de ces outils aussi, que ce soit des outils de concertation qui ont été mis en place et où on voit que ça a permis de créer quelque chose de finalement bien plus grand que la concertation obligatoire qui a été mise en place initialement, mais qui crée un lien fort et important pour le projet. Les outils bien sûr de mise en place de financement participatif dont on entend beaucoup parler, mais qui se mettent parfois en place difficilement, mais avec pour autant sur beaucoup de projets des résultats formidables de considération du projet et de fédération autour du projet, et puis ce terme de fédérer qu'on retrouve aussi énormément dans le projet que vous décrivez, le projet de l'IROM, avec cette mobilisation exceptionnelle qui était assez tôt dans le développement de projet, assez exemplaire et finalement unique. Peut-être pas unique, mais en tout cas on l'espère, qui fera aussi ses petits à l'avenir. Donc on a là quelques exemples d'outils qui sont très bien décrits et qui peuvent nous permettre de nous nourrir pour la suite de l'exploitation de nos parcs. Je pourrais avoir aussi beaucoup de questions aux uns et aux autres parce que ça a été finalement une présentation relativement rapide. On va donc vous laisser la parole pour tous ceux qui ont des questions. S'il n'y en a pas dans la salle, je veux bien en prendre une pour mes collègues. La première question, elle est à la fois pour Boralex et pour BayWa. Parce que Monsieur Donnet, vous disiez on est déçu de ne pas avoir plus pour les citoyens. Est-ce que vous avez dit chez Boralex que vous aviez impliqué les citoyens dans un comité sur le repowering? Est-ce que, fort de l'expérience de travail avec les citoyens, c'est prévu d'associer les citoyens au capital et au développement en concertation et en co-construction du repowering? Et de même, chez BayWa, du coup, est-ce que vous prévoyez aussi de reconduire l'expérience en donnant cette fois plus de place aux citoyens? Je vais commencer par répondre du coup pour Boralex. Déjà, le repowering n'est pas encore d'actualité. C'est un souhait du territoire. Pour l'instant, on n'y est pas. Et oui, de toute façon, Boralex va devoir aller aussi sur des outils sur des outils de participation. Après, les modalités sont à adapter, à réfléchir aussi en fonction des sociétés qui n'ont pas tous le même modèle. Et nous, au sein de Boralex, on a embauché une personne dédiée au participatif qui est là, c'est Sabrina. Donc on y va sur les projets. C'est important de préciser que le parc de Coulonges, c'est un parc qui fait partie des vieux parcs maintenant. Hein. Ça a été le premier parc des Deux-Sèvres. On n'avait pas les mêmes outils à l'époque. On n'avait pas non plus la même volonté dans la filière, il faut le dire aussi. Mais voilà, vous imaginez bien que le maire m'en a parlé tout de suite en me disant on pourrait envisager ça. Je lui ai dit on verra. Mais c'est une orientation et de toute façon ça fait partie aussi de l'accroissement de l'acceptation de l'éolien en France. Donc on y va et voilà, nous verrons après les modèles. À toi William du coup. Alors pour répondre à votre question, franchement, oui, on veut aller plus loin, même beaucoup plus loin. On a discuté donc avec Monsieur Donnet du fait que cette première expérience pour nous était à notre niveau un vrai succès, parce que ça s'est très bien passé. Ils nous ont montré qu'ils avaient une capacité à investir beaucoup plus forte que nous, ce qu'on pensait. Et là, je rejoins un petit peu ce que tu viens de dire. Dans la filière, on est finalement moins prêt à faire ça. Et on s'est rendu compte que c'était un vrai point positif. Donc nous, demain, ce qu'on souhaite, c'est tout simplement aller beaucoup plus loin dans l'ouverture du capital, voire même jusqu'à 100%, selon les besoins du territoire. Il y a des SEM avec qui on travaille, et je pense qu'on n'est pas les seuls aujourd'hui à faire ça. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire un actionnariat multiple, en fait, territoire, donc citoyen et SEM, avec l'objectif de faire du 100%. Ouais. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour. Moi, j'ai une question, mais c'est sur la phase développement pour le parc éolien de l'IROM. Je voulais savoir en combien de temps vous aviez développé le projet et si vous aviez eu des recours.
Alors, sur le parc de l'Iroum, c'est un peu particulier. Nous, quand on disait oui, on n'est pas unique, en fait, nous, dans notre région, on a actuellement 4 parcs éoliens citoyens qui sont à gouvernance 100% citoyen-collectivité. Et en fait, sur le parc de l'Iroum, c'était le deuxième. Et en fait, ces 4 parcs ont été développés par un développeur local. Et donc, nous, on est intervenu, en fait, le collectif a émergé en fin de développement. Donc, on a eu un achat de parc clé en main. Donc sur le tout premier, l'Iroum était le tout premier au départ. On a eu des recours, mais avant que nous, citoyens, on soit présents. Par contre, sur le deuxième qui arrivait, le parc de la Jacterie, là, nous, on s'est positionné avant le dépôt du permis de construire. Là, il n'y a pas eu de recours. Sur les 2 autres parcs citoyens, il n'y a pas eu de recours non plus. Ce n'est pas une garantie à 100%, mais ça permet quand même de se présenter, d'avoir un interlocuteur pour discuter avec les gens avant que ça aille au niveau du recours. Et quel délai a-t-il demandé? Quel délai vous avez mis pour rassembler le capital du premier et du deuxième? Ah oui, alors nous, oui, les délais, nous, sur le premier parc qu'on a fait, on a mis 2 ans de discussion en fait dans toutes les communes où on a récolté 3 millions d'euros. Et sur le parc de l'Iroum, on a mis 6 mois en fait pour récolter 2 millions d'euros pour le parc. Donc on voit bien qu'effectivement, il y a une possibilité de rassembler des fonds. Alors oui, une précision que je voulais apporter, il y a 2 types d'investisseurs dans les gens qui interviennent. Il y a ceux qui sont vraiment branchés énergie renouvelable et ceux-là, je dirais, qui s'attachent moins à la rentabilité. Ce qu'ils veulent, c'est proposer des nouveaux produits avec d'énergie renouvelable, que ce soit l'éolien, mais ça peut être aussi du photovoltaïque, parce que ça se développe aussi. Et puis il y a des autres qui sont intéressés par la rentabilité, je dirais que sans négliger la partie de l'énergie renouvelable. Et nous, il est proposé, quoi, et on va assurer à peu près 6,5 rentabilité par an de l'investissement. Et bon, ça a été un point aussi pour une partie des gens intéressés qui les a fait valider l'opération. Bonjour, merci beaucoup pour vos présentations déjà, mais j'ai une petite question pour Boralex. Aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose que vous mettez en place systématiquement sur vos parcs en exploitation ou c'est vraiment, parce que si je comprends bien, il y a quand même eu un arrêté préfectoral, donc c'est là où vous vous êtes dit on va mettre en place quelque chose. Ça serait intéressant un peu d'avoir votre ex sur le fait où vous jugez au cas par cas vos parcs, où vous avez systématiquement, parce que quand on voit l'intitulé de votre poste aussi, on entend bien que du coup maintenant il y a de la concertation en phase d'exploitation. Alors, c'est pas quelque chose qu'on va faire sur tous les parcs. Boralex, on a 87 maintenant parcs en exploitation en France. En revanche, moi, je suis présente sur tous les parcs. La nuance est là, c'est-à-dire que les comités de concertation, c'est quand même quelque chose de très particulier qui répond à une problématique dédiée. On n'a pas, heureusement, ces problématiques sur l'ensemble de nos parcs. En revanche, on a clairement identifié déjà une offre globale de concertation qu'on donne à tous les parcs. Ça va être une présence, ça va être leur envoyer une fois par an la production. C'est vraiment le niveau de base, j'ai envie de dire, la communication. Puis après, en fonction des territoires, en fonction des attentes des élus, il y a des parcs sur lesquels ça se passe très bien et sur lesquels pourtant on a des élus qui sont très demandeurs. Donc dans ces cas-là, on réfléchit, on dit je peux venir en conseil municipal si vous voulez. C'est le deuxième échelon. Et puis après, il faut le dire, on a des parcs sur lesquels ça se passe pas très bien. Nous, on en a 6 en ce moment, des parcs où j'ai une action vraiment plus dédiée. Alors, ça ne veut pas forcément dire que c'est des parcs sur lesquels ça se passe vraiment très mal. C'est juste que je sais qu'il y a un enjeu, parce qu'il y a un riverain qui est dans une situation un peu compliquée. Et donc là, à ce moment-là, j'y passe plus de temps. Il faut préciser, je ne l'ai pas précisé lors de mon intervention, je ne suis pas toute seule. En fait, Boralex, on est développeur exploitant et on fait aussi du coup la maintenance. Donc en fait, on a des équipes de maintenance qui sont locales. Sur Coulon-Choircet, elles sont à Nantes, donc elles sont à moins d'1 heure. Ça va être eux les premières interfaces. Et donc du coup, je vais travailler en direct avec nos techniciens pour leur dire, bon, attention, on a un point de vigilance sur cet endroit-là, sur cette chose-là. Trouvons des solutions ensemble pour les régler. Et puis quand on monte sur des enjeux plus globaux, là dans ces cas-là, c'est moi qui interviens directement. D'ailleurs, c'est important de préciser que en fait, ce poste, il a été créé de manière assez récente. Il a été créé il y a 2 ans maintenant. Et là, on embauche, on va renforcer ce poste-là parce qu'en fait, on se rend compte que je ne peux pas tout faire et qu'on a vraiment ce besoin-là.
Merci. Jana Bantoglu, PVRI. Une question pour M. Cesbron. Est-ce qu'il est arrivé que vous vous retrouvez dans une situation de dilemme entre être investisseur, mais aussi prendre en compte des plaintes citoyens qui pourront amener à des bridages plus importants? Est-ce que c'est des choses qui deviennent compliquées quand on est dans un contexte d'éolien citoyen? Alors, pour vous donner le contexte, on est en production, nous, depuis le 1er juillet 2020. Actuellement, les bridages qu'on a, on a du bridage qui repère, on a du bridage d'ombre portée. Et à chaque fois, les niveaux de bridage qu'on a ne nous paraissaient pas à hauteur de remettre en cause la viabilité économique du projet. Donc on ne s'est encore jamais posé la question. On a, à chaque fois, on est sur ce type de bridage où nous, en tant que représentants citoyens locaux, on se veut être exemplaires sur ces sujets-là. Donc voilà, on ne s'est jamais arrivé. Et comme disait monsieur, en fait, on a aussi des gens qui investissent aussi parce qu'ils croient à cette chose-là. On n'a pas, voilà, on leur garantit aussi un retour financier, mais on ne sent pas de pression de la part des gens qui ont investi sur le fait qu'il faut absolument avoir un retour financier très rapidement. Eux, ce qui leur tient à cœur, c'est que le projet se passe bien. Donc voilà, donc on essaye plus actuellement d'être exemplaire. Peut-être qu'on l'aura un jour, si un jour on a un bridage très important qui nous pose cette question, mais pour l'instant, on a toujours fait le choix de prendre les bridages qui nous étaient conseillés. Je voulais juste compléter la question. Et avec les SEM, je crois que vous avez dit qu'il y avait deux SEM présentes. Est-ce que le dialogue est un peu similaire? Est-ce qu'ils suivent les interventions que vont faire justement les citoyens? Ou alors il y a vraiment une prise en compte de leur point de vue au même titre que celui des citoyens pour arriver au compromis que vous évoquez? À chaque fois, non, c'est sur notre comité de direction, on est les 4 actionnaires, on va décider tous les 4 ensemble. Et les SEM sont vraiment sur le même longueur d'onde que nous. En fait, je pense qu'en tant qu'élus qui veulent défendre la filière éolienne, ils sont beaucoup plus envie de dire on est exemplaire, on fait quelque chose de vraiment qui respecte tous les critères, qui prend en compte les riverains, plutôt que de dire nous, ce qui nous importe, c'est nos retours économiques. Donc ils sont complètement d'accord avec nous sur ce sujet-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Du coup, je vous propose de conclure. Laetitia? Oui, moi j'aurais peut-être une question, je ne sais pas qui peut y répondre. On a vu que dans le photovoltaïque maintenant, on pouvait faire de l'autoconsommation collective. C'est-à-dire que les producteurs pourraient dédier la production qu'ils pourraient l'orienter vers, je pense aux collectivités, vers leurs locaux, les écoles, les EHPAD, etc., les bâtiments collectifs. Est-ce qu'il est envisageable ou envisagé que la production d'énergie éolienne puisse être aussi demain dédiée dans les communes, par exemple, auprès de citoyens aussi, puisque je crois que c'est aussi possible de le faire aujourd'hui. Donc c'est une question que je me pose là en tant qu'élu, pour voir si demain on ne pourrait pas aller plus loin avec les enjeux énergétiques qui se posent aujourd'hui, puisque j'étais à TEPOS il y a 15 jours, et c'est vrai que les problématiques posées par les contrats d'énergie des collectivités, ça devient, monsieur le maire ne pourra pas me contredire, ça devient assez compliqué, et il va falloir qu'on trouve des solutions pour essayer de modérer ce prix de l'énergie qui a tendance à flamber un peu. Oui, bien sûr. Merci pour votre question. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont travaillé spécifiquement sur le sujet dans la salle. Est-ce que je peux en dire aujourd'hui, c'est qu'effectivement, c'est un sujet qui revient de plus en plus régulièrement dans les discussions parmi les développeurs, parce que c'est des choses qui se discutent sur les phases de développement. Il y a, à ma connaissance, au moins un projet qui est allé assez loin dans cette réflexion aujourd'hui. Il y a des évolutions réglementaires qui sont nécessaires pour pouvoir le permettre.
ce n'est pas l'entièreté du parc qui peut être soumis à l'autoconsommation. Notamment, il faut aussi derrière trouver les investisseurs. Donc les investissements étant importants, il faut aussi être en capacité de mobiliser. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles ce n'est pas l'entièreté d'un parc qui peut être considéré en autoconsommation. Mais ça, c'est l'une des spécificités qui fait que réglementairement, la réglementation aujourd'hui, que ce soit en termes d'évacuation de l'électricité, en termes de revente de l'électricité, elle n'est pas encore faite pour ça. Pour autant, l'expérience, les expériences et notamment les expériences les plus avancées qui ont eu lieu aujourd'hui permettent vraiment de lever l'ensemble des points qui sont problématiques, qui sont des freins. Et à partir du moment où ces points sont levés, nous, en tant que France Énergie Éolienne, on travaille vraiment à mettre en place toutes les propositions d'évolution réglementaire qui sont nécessaires pour pouvoir aller vers ça. On a des développeurs qui sont demandeurs aussi, parce qu'on a aussi des élus, des acteurs locaux qui sont demandeurs de le faire. Donc c'est quelque chose qu'on verra se développer dans les années à venir, pour sûr. La conjoncture, elle nous y invite aussi de manière évidente, et ça se développe. Il y a encore quelques freins à lever. Je veux bien ajouter un tout petit quelque chose sur ces sujets-là. Je pense que si on fait de l'autoconsommation collective, ça a d'autant plus de sens qu'on a un foisonnement des utilisateurs et des gens qui vont consommer. Et c'est d'autant plus important du coup d'avoir des bonnes relations avec le territoire et de bien connaître le territoire pour identifier soit les industriels, soit les habitants, les collectivités qu'il pourrait y avoir. Et donc ça renforce d'autant plus l'importance d'avoir une relation. Et c'est une relation de plus, cette fois-ci commerciale, qu'il y aura avec le territoire. Mais pour moi, c'est complètement lié. Ouais. Oui, c'est très lié avec tous les contrats d'achat direct qui se développent de manière plus facile. Et là, pour le coup, avec des vraies évolutions potentielles réglementaires aujourd'hui dans le projet d'accélération, où on peut avoir des contrats directs de revente de l'électricité avec le territoire. Ça, c'est tangible. Et pour maîtriser l'ensemble du territoire, effectivement. S'il n'y a pas de réaction supplémentaire, merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup encore une fois pour vos interventions, et je propose qu'on vous applaudisse encore à la fois pour votre mobilisation et pour le témoignage qui fera des petits. Merci beaucoup à vous. J'espère que vous vous êtes bien nourris de cette discussion, et on se réjouit aussi de voir des nouveaux postes qui sortent au sein des entreprises qui sont dédiés à ces problématiques-là. Et c'est probablement comme ça que ça avancera de mieux en mieux. Donc merci beaucoup et bon colloque.